Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la seconde et dernière séance du scénario Le plus vieux rêve de l'homme pour Barbarians of Lemuria. Il est dû à Arnaud Prié et figure dans le supplément Chroniques lémuriennes, page 42 à 57. L'illustration de cette vidéo provient de ce scénario, page 54, et est due forcément à Emmanuel Roudier. Il y avait 6 joueurs qui avaient déjà participé au précédent scénario, à savoir Mariage amer, Les larmes de jouvence, Un ennui mortel et La tour d'Ajaskar. Vous trouverez tout ça aussi bien sur le blog que sur la chaîne YouTube. Ces personnages incarnaient Calef, originaire des marais de Festrel, Batelier 1, Mendiant 0, Voleur 1, Ménestrel 2, Liu Junmi, un gataï d'ascendance Shilou, Barbare 0, Mercenaire 1, Dresseur 1, Gladiateur 2, Mirkan, originaire de Tyrus, Gamin des rues 1, Chasseur 3, Forgeron 0, Soldat archer 1, Narjeva, originaire d'Urseb, Esclave 0, Courtisane 1, Assassin 2, Prêtresse de Néméret 3, Népule Comrax, originaire de Zalut, Scribe 2, Alchimiste 4, Marchand 0, Médecin 1, Sorcier 1, et enfin Redart Finken, de Parsol, Docker 0, Matelot 1, Mercenaire 3, Marchand 1. Et voici le compte-rendu de cette séance sur la base des notes de Maître Népule Comrax. Suite au rituel accompli par Népule, qui lui a révélé le comportement inqualifiable de Zacharias l'homme, les aventuriers envisagent d'accueillir les hommes-oiseaux avec moins d'hostilité que prévu. En revanche, le comportement de Johanna les déçoit. Népule précise tout de même que celle-ci, moins encline que son oncle à interroger la femme oiseau, avait insisté pour qu'il la libère en vain. Il se rend donc sur le toit pour interroger Johanna, qui se montre très surprise et embarrassée lorsque Népule lui parle de la prisonnière. Elle précise qu'elle a essayé de raisonner son oncle, mais qu'il n'a rien voulu entendre, estimant que la capture de Réa était une chance unique d'apprendre à maîtriser les secrets du vol. Tandis que le petit groupe discute, une femme oiseau à la longue chevelure brune apparaît dans le ciel à quelque distance de la tour. Lorsqu'elle s'aperçoit que le groupe l'a repérée, elle fait volte-face et s'éloigne en direction du nord. L'heure est au dernier préparatif. Les aventuriers barricadent les portes extérieures du fortin et font entrer les parvalus dans le réfectoire. Ils placent des hallebardes rouillées et des javelines près de la merveille, en espérant que cette dernière leur servira de garantie. Quelques heures plus tard, une douzaine d'hommes-oiseaux apparaît à l'horizon, entourant celui qui semble être le chef de leur tribu, sans doute un chaman. Ses amulettes grésillent de magie, tout comme le sceptre orné d'un crâne qu'il brandit farouchement. Méfiants, les hommes-oiseaux restent en vol stationnaire à quelques mètres du sommet de la tour. Certains sont visiblement des guerriers et pointent leurs javelines en direction des aventuriers en signe de défiance. N'écoutant que son dégoût pour le combat, Népule s'avance, les bras levés, et crie « Paix, nous venons en paix !» Le chef ne daigne même pas le regarder, ses yeux se fixent sur Johanna et, d'une voix impérieuse, dans un étrange sabir où les aventuriers reconnaissent à peine quelques bribes de lémurien, il prononce ces mots « Vous n'auriez jamais dû revenir ». Les aventuriers se récrient, ils ne se sont rendus sur place que pour secourir Zacharias, sans savoir de quoi il retournait. Le chaman, qui dit s'appeler Jaour, n'en a que faire. Il accuse Johanna et son oncle d'avoir attenté à l'honneur du peuple des cimes, non seulement en séquestrant Ourea, mais aussi en massacrant des centaines de corbasses afin de créer la merveille qu'il qualifie quant à lui d'abomination. Aucune des tentatives d'apaisement de Calef, de Népule ou de Mirkan ne semble fonctionner. À plusieurs reprises, Jaour ordonne au groupe de quitter les lieux au plus vite. Le chaman se pose enfin sur le rebord de la tour, menaçant, tandis que quelques hommes oiseaux commencent à déposer des babioles au pied du golem. C'est le moment que choisit Redart pour charger Jaour, mais il manque totalement sa cible, et presque au point de tomber de la tour. Il est en train de lâcher sa hache qui atterrit une vingtaine de mètres plus bas. Le combat commence. Les premières flèches sont décochées en direction de Jaour, mais aucune ne semble l'atteindre. Népule lance un charme de regard paralysant sur la femme oiseau en vol stationnaire. Elle s'écrase au sol. Deux hommes oiseaux s'en prennent directement à Redart, tandis qu'il s'efforce de remonter sur le toit. Deux autres s'attaquent à Johanna. Narjeva se précipite au secours de la jeune fille et tue un adversaire d'un coup de sabre. Redart, enfin remis, se concentre sur Jaour et lui inflige cette fois d'importants dégâts. D'une flèche bien placée, Calef terrasse un ennemi, tandis que Népule se livre à des gesticulations et à des incantations alambiquées, puis s'entaille assez profondément le bras droit avec l'épée qu'il avait récupérée dans l'armurerie. Immédiatement, l'épée se soulève et commence à virevolter autour du sorcier débutant, comme animé d'une volonté propre. Jaour s'écarte pour se soigner, tandis que Liu utilise son bouclier pour se défendre contre deux hommes oiseaux particulièrement coriaces. Il est assisté par Calef. Redart blesse grièvement l'adversaire qui lui fait face, tandis que Narjeva en élimine un de plus. Népule profite de la position de Jaour, qui s'est écarté de la tour,
pour lui lancer son regard paralysant. Le chaman est en chute libre, mais il se réceptionne in extremis sur le mur d'enceinte du fortin, quelques mètres plus bas, plus furieux que jamais. Liu ceinture l'adversaire le plus proche et lui arrache les ailes. C'en est trop pour les hommes oiseaux. Quelques secondes plus tard, les rescapés se replient autour de Jaour et s'éloignent vers le nord par-dessus la vallée. Après avoir repris leur souffle, les aventuriers se rendent auprès de la femme oiseau qui gît inanimée au pied de la tour. Elle est en vie mais présente de nombreuses fractures et son lémurien est si rudimentaire qu'il n'est en mesure de leur livrer que très peu d'informations. Tout juste apprennent-ils, comme ils s'y attendaient, que la tribu niche au sommet d'un pic inaccessible au-delà de la vallée au nord. L'alchimiste soigne la femme oiseau dans la cellule du rez-de-chaussée, dans l'idée d'en faire une monnaie d'échange contre le médaillon dont s'est emparé Jaour et qu'il souhaite toujours récupérer. 3 heures plus tard, les aventuriers entourent l'otage au sommet de la tour, où Johanna veille toujours sur la merveille, lorsqu'une troupe d'une vingtaine d'hommes oiseaux s'approche en provenance du nord. Jaour vole au centre du groupe et ne semble pas vraiment d'humeur à négocier. Aussitôt, 8 guerriers lourdement armés se postent au bord de la plateforme. Sans attendre, Redart les charge. Parallèlement à ce combat inégal s'engage une joute à distance entre Jaour, qui tente d'aviver le courage de ses guerriers, et Khalef, dont le chant martial intimide les plus impressionnables d'entre eux. Malgré leur courage, les aventuriers sont en passe d'être débordés et commencent à se replier vers l'escalier. C'est alors que Liu et Mirkan aperçoivent au loin, vers le nord-ouest, une scène invraisemblable. Une bande d'hommes oiseaux appâtent un gigantesque Mitunga vers la tour en se sacrifiant au tour de rôle. Les aventuriers se rassemblent autour de l'otage. Les menaces de Népule et de Liu font hésiter quelques instants les hommes oiseaux, mais ces derniers affluent tout de même vers la plateforme à la faveur d'une nouvelle harangue de Jaour. Tout en s'efforçant de couvrir leur retraite, Liu, Khalef et Mirkan emmènent l'otage vers l'étage inférieur. Les ennemis affluent et débordent Redart, tandis que Narjeva tombe sous les assauts, inconsciente. L'ex-docker de Parsol se désengage, se saisit du corps inanimé de la prêtresse de Némeret, le charge sur son épaule et gagne l'escalier en catastrophe, alors que le Mitunga fait une arrivée remarquée sur le toit en dévorant un homme oiseau imprudent. L'immense créature s'approche de Népule, avec la ferme intention de le broyer dans son puissant bec. Par chance, l'alchimiste s'en tire avec une simple entaille au front, qui lui fera une belle cicatrice. Il est désormais seul dans l'escalier et fait face à 2 hommes oiseaux particulièrement robustes. Narjeva, qui a repris ses esprits, se précipite pour le tirer vigoureusement vers le bas de l'escalier. Il était temps, les ennemis s'y engouffrent et le Mitunga s'installe au milieu du toit, visiblement intéressé par les hommes oiseaux qui entourent la merveille. Au pied du golem, Johanna baigne dans son sang. Elle ne semble à aucun moment avoir eu l'intention de se replier, et elle est morte en protégeant la création de son oncle Zacharias. À l'intérieur de la tour, le terrain est plus favorable aux aventuriers. L'arme démoniaque de Népule, associée à la puissance de Liu, de Redart et de Narjeva, fait des ravages, au point où le sorcier lui-même, guère brillant au combat jusqu'alors, n'en revient pas, et les hommes oiseaux qui tentent de pénétrer dans la tour tombent rapidement. Sur le toit, le Mitunga poursuit son festin, et les hommes oiseaux restants s'éparpillent enfin comme des moineaux, renonçant au combat. Mais Jaour furieux ne l'entend pas de cette oreille et se dirige d'un pas résolu vers l'escalier. Seul, il n'a pas l'ombre d'une chance. Malgré ses pouvoirs chamaniques, il fait face à 4 combattants aguerris. Liu lui assène un terrible coup qui brise son sceptre et il tombe rapidement sous les assauts de l'arme démoniaque de Népule, qui n'a plus qu'à récupérer le second collier sur son cadavre. Le Mitunga, quant à lui, ne semble pas disposé à bouger. Il dispose d'une réserve de nourriture conséquente et pourrait nicher au sommet de la tour pendant plusieurs jours. Les aventuriers n'ont pas le choix. S'ils veulent récupérer la merveille, dont la chair morte n'intéresse visiblement pas l'oiseau monstrueux, ils doivent affronter ce dernier. C'est donc au petit matin qu'ils font irruption sur le toit de la tour où se trouve toujours le Mitunga. Ils ont à peine le temps de se ranger en ordre de bataille avant le premier assaut. La lutte est féroce et les coups de bec du Mitunga sont dévastateurs. Mais les aventuriers ont l'avantage du nombre et le monstre assailli de toutes parts semble faiblir. C'est le moment que choisit Liu pour tenter hardiment de l'immobiliser en saisissant à la base du cou l'oiseau colossal. Mais il n'en faut pas davantage à Redart, qui se déplace rapidement de façon à se retrouver derrière la tête du Mitunga et lui enfonce sa hache au milieu du crâne. « Enfin, la merveille est à moi !» glapit Népule, oubliant toute retenue. Les aventuriers se partagent les richesses trouvées dans le fortin et passent leurs derniers jours sur place à aménager pour Johanna et son oncle une sépulture digne de ce nom surmontée d'une statue de Corbasse. Népule, quant à lui, ne se préoccupe plus que de la merveille qu'il badigeonne de formol comme le faisait Johanna pour prévenir sa décomposition. Après plusieurs jours de recherche méthodique et en ayant placé un collier autour de son cou et le second autour d'une patte de l'oiseau, il parvient à le faire voler. Il propose ensuite à ses camarades de se joindre à lui pour un extraordinaire voyage aérien avant de vendre la merveille au plus offrant.
mais seul Red accepte de lui faire profiter de son expérience des longs trajets, tandis que les autres rejoignent l'auberge en contrebas à dos de Parvalius. On passe aux épilogues individuels. Concernant Calef, cette dernière aventure inspire au barde de nouvelles chansons, notamment L'Enfant et l'Oiseau, en hommage à Johanna, dont l'histoire l'a particulièrement touché. De retour chez lui, il fait don de sa part du butin à l'Institut de recherche ornithologique de l'Université de Satarla. Après quelques semaines, il décide de repartir vers les monts de l'Axos pour s'y livrer à une sorte de retraite spirituelle, avec l'espoir d'approcher dans de meilleures conditions les hommes-oiseaux. Concernant Liu, le lutteur du canard rejoint les îles du Crâne pour y dilapider son argent en beuverie et y organiser un grand tournoi d'arts martiaux dont il sera lui-même le principal protagoniste. Pour ce qui est de Népule, l'alchimiste ne voit pas comment il pourrait résister à la tentation de parader devant son mentor en sorcellerie, le puissant Ajaskar, et propose à Redart de voler jusqu'à l'Isor. Suivant les conseils avisés du marin, 10 jours durant, il survole ainsi les jungles de Kush puis les plaines de Klar, ne se posant pour des étapes que dans des endroits les plus déserts, avant d'atteindre l'Isor, où il négocie âprement la vente du golem volant à Ajaskar, lequel, incommodé par l'odeur de formol et de chair en putréfaction, fait mine de s'en désintéresser, mais finit tout de même au grand désespoir de Redart par accepter de l'échanger contre une somme nettement moins conséquente qu'espérée, que Népule prévoit de partager équitablement entre ses compagnons, assortie d'une copie partielle des parchemins d'Urseb que Népule rangera méticuleusement dans sa bibliothèque, si toutefois Adelbert Finken, son incorrigible assistant, n'a pas perdu la maison aux cartes dans quel tripot. Déçu d'avoir vendu la fameuse verveille au rabais après cette aventure, Redart se console en préparant son mariage avec celle qu'il appelle affectueusement son petit oiseau des îles. Malgré tout, sa position à part-sol s'est consolidée, il a pignon sur rue, et ses affaires prospèrent depuis le départ de son frère. Redart et sa promise se mettent donc à l'abri du besoin, meublent richement leur maison et profitent de la flambée du prix des fourrures. Un jour, Redart reçoit une lettre de son ami Liu, qui l'informe du mouillage récent du bateau de son frère au port du Seigneur des Mers, dans les îles du Crâne. Mirkan s'est rendu à Shambhala pour y parfaire sa maîtrise de la langue chamite et participer au combat dans les arènes de Rance. Mais il se ravise en découvrant que le propriétaire des lieux est un sorcier et rejoint la guilde des chasseurs, où il profite d'une relative tranquillité pour écrire à l'attention de Liu un long parchemin consacré à l'art chamite du dressage, dans l'espoir d'inciter son ami à le rejoindre à Shambhala pour de nouvelles aventures. Quant à Narjeva, la prêtresse de Néméret n'a qu'une envie, s'éloigner au plus vite de cet oiseau de malheur. Elle s'acquitte de sa mission d'assassin, non sans avoir préalablement négocié avec Redart un dédommagement pour ce détour imprévu, et pour s'être également chargé de l'acheminement d'une cargaison de fourrure pour le compte des entreprises Fincan. Redart lui accorde volontiers une prime qui lui permet de voyager aux frais de son employeur. Vous trouverez également sur la chaîne YouTube l'enregistrement brut de cette partie, Actual Play si c'est bien le terme. J'ai utilisé en guise d'illustration sonore diverses musiques dont je n'ai comme de juste pas les droits, qui demeurent à leurs propriétaires respectifs. Durant cette séance, j'ai eu recours au morceau The Awakening de Nightmare Lodge sur la compilation Anthology The Fifth Anniversary Compilation du label Anzen, au morceau Babel de Lustmord sur l'album The World Has Power, au morceau Saltarello de Dead Candent sur l'album Ion, et surtout aux bandes originales des jeux vidéo The Elder Scrolls V, Skyrim et Darkest Dungeon. Comme d'habitude, j'ai réservé l'immortelle bande originale de Conan le Barbare de John Milius par Basil Polidoris pour la préparation de la partie et son débrief. C'est tout pour le plus vieux rêve de l'homme. Nous allons probablement jouer encore un dernier scénario de la gamme française officielle avant de passer à Adventures in Middle-earth. Et donc, à suivre.